Donc, je disais la semaine dernière, donc à la fin du cours de la semaine dernière, on a joué avec surtout le Add Event Listener, donc comment associer des éléments de la page avec des événements, typiquement le clic, mais il y en a plein d'autres. Bon, voilà. Bon, il y avait le Remove Event Listener que j'utilise assez rarement, pour être honnête. Quand vous avez une page dynamique, il faut vraiment qu'elle arrive à un niveau de complexité important pour qu'on ait besoin de modifier les événements qu'il y a sur la page. Il est tout à fait courant d'afficher ou de cacher des éléments, ça, je ne dis pas le contraire, de modifier certains éléments, d'en ajouter, voire d'en retirer, ça peut arriver. Mais pour ce qui est des événements sur les boutons et tout ça, c'est vraiment rare. Enfin bon, c'est possible. Ça, le capture, là, c'était pas très, très important. Alors, qu'est-ce qui manque? Non, c'était avant, alors. Vous avez... que je les trouve. Désolé. Ah ben, c'était ici. C'était avant le DOM, en fait. Non, c'était pas encore celui-là. 6... Sacré nom. Attendez un peu. Ici, je peux aller en arrière. C'était ici, hein, tout cela. Le 26, le 27. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on a fait. Alors, le 26, mais c'est quand même curieux, je ne le vois pas dans le PDF. Le 26, il est mis avant. Ah, il est... Non, c'est pas encore. Donc, le 24, on va chercher. Hein. Premier qui trouve. Le 26 est ici. Bon, voilà. Sur Validate, même avec. Ouais. Le 27. Oui. Bon. En fait, ce que je cherche, c'est celui avec une image. On va le reprendre. Parce que celui-là, il était assez courant. Donc. Ah, c'est dans les 30. D'accord. Donc, c'était finalement bien après. Oui, parce que j'ai renuméroté, mais bon, il faut que je me rappelle de la renumérotation. Parce que comme je change souvent, voilà, on arrive. Exo 30, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est avec l'event, hein, bien sûr. Ok, on arrive. Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà, c'est plutôt vers la fin. Hein. Donc voilà, slide 75. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu la semaine dernière. Je vais juste pour vous rafraîchir la mémoire, vous remontrer le code qu'il y a là derrière. Donc c'est Exo 31 que je vais également télécharger. Oups, ici, Exo 31. On est au bon endroit. Voilà. Ah oui, et ça, je l'ouvre dans PHP Storm. Exo 31. Non, c'est pas dans la maquette. Hein. Syllabus 17. Exo 31. C'est pas celui-là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est très, très bizarre. Exo 31. Évidemment, oui, mais ça n'a pas été mis à jour. Il s'est déposé. Ouais, je parie qu'il ne s'est pas mis au bon endroit. Où est le... Où est-ce que je l'ai mis alors? En fait, je ne sais pas où il est. « 6 du 10. ISO 31, event click. D'accord. Bon, on va le voir quand même. Celui-ci. Perdu au milieu des autres. Voilà. Alors, ça, donc, et je vais lancer le WAMP aussi, évidemment. Voilà, donc je lance le WAMP. Je pense que c'est correct. Donc,
ici, ça nous fait localhost. Localhost, je vais sur 4IPOE3. Dans syllabus, je vais dans JavaScript et là, j'ai exo 31 event click. Voilà, il date bien d'aujourd'hui. Voilà, donc ça, on a vu la fois dernière. Donc, l'idée, c'est que chaque fois que vous cliquez sur l'image, l'image se déplace, voilà, tout simplement. Et on l'avait fait, donc on va juste réviser, se redemander comment ça marche. En fait, le code HTML est extrêmement limité. Il y a le H1 qui ne sert à rien sauf comme étiquette, et il y a une image, voilà, d'ID target. Il n'y a quand même rien à faire. Quand on fait du JavaScript, le plus facile, c'est de donner un ID aux éléments. C'est toujours ce qui marche le mieux. Il faut évidemment que ce soit possible. Ce n'est pas toujours possible de mettre un ID, par exemple, quand ça provient d'une base de données et tout ça. Là, ce que vous affichez à l'écran peut être très fluctuant. Donc là, c'est compliqué. Mais pour les éléments statiques, le plus simple, c'est l'ID. Et c'est plus simple pour tout le monde, pour le programmeur et pour le navigateur aussi. Donc, vous verrez dans les exemples qu'on va encore voir aujourd'hui, il y a des moments où je n'utilise pas l'ID. Ça marche aussi, mais en fait, c'est beaucoup plus lourd, c'est moins lisible, et pour le navigateur, c'est compliqué. Alors, OK. Donc, ID target me permet d'avoir un code relativement simple. J'ai défini, ça on n'avait pas fait la semaine dernière, mais pour un peu optimiser le code, il y a ici une petite fonction, c'est purement technique, vous allez voir, ce n'est pas le cœur du problème. Globalement, on définit ceci, donc ça, c'est un truc que vous devez utiliser normalement souvent, ça veut dire, voilà le code JavaScript qui sera exécuté à la fin du chargement de la page, et à la fin du chargement complet de la page. Complet veut dire pas seulement le HTML, mais également le CSS, les images, le JavaScript qui se fait après. Mais quand tout est chargé, alors là, donc, on lance le script ici. Donc là, vous êtes sûr que tous les éléments sont chargés. Bon, voilà, donc on calcule la largeur de la fenêtre, la hauteur, on définit le target qui est l'image sur lequel avec laquelle je vais jouer. Je me définis, alors la structure ici, elle est peut-être un petit peu trop complexe pour l'application, mais voilà, c'est la position de mon image, c'est My Image Position, mais ça donne l'occasion d'utiliser une structure JSON, qui est aussi très importante en JavaScript. Bon, voilà, c'est assez pédagogique. Et à cette target, j'utilise donc cet attribute et je lui dis, voilà le style. Je précise que, effectivement, en HTML, vous pouvez avoir ici un attribut style, ça vous le savez déjà. Vous avez aussi des attributs classe, bien sûr. Et que la méthode générique pour l'utiliser, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas forcément le plus lisible parce que j'ai un petit problème, c'est que style est un petit peu complexe dans mon cas parce que je veux imposer trois choses. Il y en a une qui est constante, c'est position absolute, mais les deux autres, left et top, sont variables. Donc, je me retrouve quand même avec l'obligation de créer un seul string, un peu complexe, et pour qu'il soit lisible, je fais un string ici sur plusieurs lignes. Hein, voilà. Je pourrais le faire sur une seule ligne, mais ce serait pas très, très excitant. Bon, voilà. Et alors, bon, là, j'ai tout mis dans une fonction MIP-style. C'est simplement parce que j'utilise plusieurs fois ce code, donc je l'ai mis dans une fonction. C'est rien que ça. Hein. Donc voilà, enfin, ça allège un peu le code ici. Voilà donc l'attribut style de mon target, donc de l'image, va recevoir donc ceci comme position. Ça va positionner l'image sur la fenêtre. Voilà. Alors ça, c'est l'initialisation. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs.
dans les applications web, il y a une partie d'initialisation, où on met tout en place, et puis une partie d'événement. Ça, c'est pour plus tard, quand l'utilisateur va interagir avec l'application. Et pour plus tard, en effet, on ajoute un event listener sur target. Chaque fois qu'on clique sur l'image, le code ici après est exécuté. Voilà. Et alors là, on recalcule d'une façon random les nouvelles coordonnées top et left. Voilà, je recalcule la variable MIP. MIP qui est celle-ci, hein, le let MIP, c'est la même. Hein, la même. Et je recalcule ici le string qui correspond à ce MIP, voilà, enfin le string, le style, voilà. Et ça fonctionne. Donc je refais le set attribute. Il a fallu 2 set attributes, un ici pour initialiser, et puis un après, mais là c'est propre à l'événement. Voilà. Donc ça, c'est le code qu'on avait fait la semaine dernière, et c'est un petit peu brouillon parce que je n'avais pas prévu le code en JavaScript, je l'avais prévu en jQuery. Bon voilà, il est réécrit en JavaScript cette fois-ci. Ça, c'est plus correct. Bon. Alors. Où est-ce que j'en suis? Ici. Bon, si vous vous rappelez, alors celui-là, je ne vais pas le refaire. Tiens, bon, ça c'est pas bon, ça. Mais par contre, le code est bon. Je vais télécharger le Exo 33. Exo 33, cette fois-ci, Event Keyboard. Là, c'est des événements pas à la souris, des événements au clavier. Exo 33 Event Keyboard. Voilà, on voit même le code ici, en fait. Bon. Et on va d'abord l'exécuter. Ici, Ops, Event 33. 33 Event Keyboard, ici. L'idée, c'est, vous êtes dans un texte-RIA, et chaque fois que vous tapez du code, vous enfoncez la touche, vous voyez que ça devient vert, et quand on relâche la touche, hop, ça devient blanc. Voilà, donc il y a 2 événements dans ce cas-ci, et c'est bien ça qui est indiqué, donc Exo 33 Event Keyboard. Voilà, là vous avez le code JavaScript, donc il est sur le GitHub, et je vois que dans mes slides, j'ai encore laissé le jQuery, c'est pas bien. Voilà, alors là on voit, oui, voilà, ça c'est intéressant. Donc, de nouveau, toujours la même chose, hein. At Event Listener Load, on repère la target qui est le texte RIA, ici. C'est la target. Et on associe à cette target 2 événements, un key down et un key up. Voilà. Et cette fois-ci, quand on presse n'importe quelle touche, alors là, regardez, c'est mis autrement. Je n'ai pas utilisé cet attribute parce que dans l'exercice précédent, c'était cet attribute. Ici, j'ai fait de manière un peu plus directe. Voilà, target.style.backgroundColor égale green. Voilà. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu plus lisible, mais c'est bon quand vous avez un paramètre à changer et pas 10 paramètres, évidemment. Voilà. Et alors, ce qui est perturbant, c'est que vous avez background color. Attention, vous allez me dire, bah oui, c'est comme en CSS. Est-ce que c'est comme en CSS? Background color. Ça ressemble à du CSS. Est-ce que c'est du CSS? Pas tout à fait. Pardon? La notation est un peu différente. Ça, c'est un truc que vous allez voir, c'est parce qu'évidemment, en CSS, c'est background-color. Hein? On peut le voir ici. On en reparlera dans pas très longtemps. Dans Vue.js, il y a ce même problème. Donc, background color. Voilà. Vous voyez, c'est background-color. Pas de majuscule, pas de minuscule. C'est donc pas la même chose que ici, où là, on a supprimé, on peut pas mettre les tirets, en fait. Dans les noms des attributs
en programmation, on ne peut pas mettre de tiret dans le nom d'un attribut. Ben, ça, c'est dans tous les langages, en fait. Ça, c'est un problème. Et donc, on s'est remplacé par une syntaxe avec des majuscules. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Pascal syntaxe, et celle avec les tirets, donc celle-ci, ce serait la Keybap syntaxe. Ça vous dit quelque chose, ce terme? Ouais. Camel Keys, oui, il y a ça aussi. Il y a plusieurs noms. Mais donc, d'ailleurs, si quelqu'un, effectivement, connaît tous les termes, donc il y a une syntaxe en minuscule avec des tirets. Ça, c'est Kebab, Kebab syntaxe, je ne sais pas comment vous dites. Ok, kebab. Et je ne sais pas pourquoi on utilise kebab, hein, parce que pour moi, kebab, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Enfin, bon, bref, si quelqu'un le sait, je n'ai pas cherché. Hein, je me suis dit, bon, ça s'appelle kebab, moi, on va utiliser le standard du marché. Hein, bon, voilà. Kebab, donc c'est avec les tirets et tout en minuscules. Et ceci, c'est, on dit quoi? Camel. Ouais. Camel. Où j'ai entendu Pascal aussi. Bon. La première lettre en majuscule quand c'est Pascal, d'accord. Et alors ici, en effet, ce n'est pas le cas. La première lettre est en minuscule, donc c'est Camel. Bon. Oui, c'est un peu spécial. C'est du folklore, hein. Mais enfin, du folklore. Les noms des syntaxes sont du folklore. Les syntaxes elles-mêmes, vaut mieux pas prendre ça à la légère, c'est important. Voilà, donc ici, vous avez première lettre en minuscule, ici, il y a plusieurs mots, on les met les autres en majuscule. Voilà, donc ça, c'est les petits détails qui peuvent vous faire perdre du temps si vous n'êtes pas au courant. Voilà, donc key down, le background se met en vert, key up, donc je relâche la touche, le background se met en blanc, enfin, comme c'était avant d'ailleurs. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à raconter ici. Voilà, ça c'était donc un petit résumé la semaine dernière. J'ai, pour terminer le JavaScript, voilà, il manquait une partie, c'est la gestion dans un formulaire. Oui, parce que le JavaScript s'utilise souvent dans un formulaire. Alors, quelques indications ici, et puis on va regarder un exemple, le 41, si vous voulez déjà le télécharger. Bon, d'abord, les formulaires, c'est pas n'importe quel élément. C'est certaines balises HTML, voilà, input, radio, checkbox, select option, il y a button éventuellement. Mais quand on dit formulaire, c'est du genre, on veut lire ce que l'utilisateur a écrit ou ce qu'il a choisi. Hein, quand c'est une radio button, il n'écrit rien, bien sûr. Ou on veut imposer justement une valeur dans le formulaire. Hein. Donc c'est vraiment la valeur des éléments du formulaire qui m'intéresse. Et il y a donc là une propriété fondamentale, c'est .value ou .checked éventuellement. Ça, c'est utile aussi. Prenons un peu un code élémentaire. Input type text ID non. Correspond à ceci, par exemple, cette expression-ci. Ce sont des bouts de code, hein. Ce sont des morceaux de code, ce n'est pas des expressions complètes, hein, on est bien d'accord. Donc ceci, ça, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va chercher l'élément de by ID, l'ID non. Ok, donc ça, on le connaît déjà. Point value. Là, on récupère la valeur, le texte qui a été entré par l'utilisateur. D'accord? Donc ce n'est pas inner HTML. Surtout ça. Parce que par distraction, vous dites, ah, on a vu inner HTML, on a vu text content aussi, mais ici, c'est value, point value. Ça, c'est typique aux éléments de formulaire. Voilà. C'est là, évidemment, le point sur lequel j'insiste. Là, vous avez un autre exemple de HTML, c'est type radio. Vous choisissez homme-femme. Voilà. Attention à type radio. En fait, c'est plusieurs éléments. Il y a un élément par radio, sans parler du label, hein, qu'on pourrait mettre aussi. Donc, il y a, en fait, le code HTML est plus compliqué, puisqu'il y a, pour un radio button, minimum deux éléments, ou 3, ou 4, ou 5. Et alors, pour les rassembler, c'est bien entendu la même name pour chacun. Par contre, vous pouvez mettre des ID différents, bien sûr. Et alors, vous avez la value. La value n'est pas tapée au clavier. La value est un peu intrinsèque à l'élément. Mais tout ça, vous saviez déjà. Mais ici, ça commence à devenir sensible parce qu'on va les utiliser en programmation. Et donc, alors là, je me suis un peu amusé. J'aurais pu, franchement,
utiliser getElementById, hein, ça aurait très bien marché puisque j'ai un ID ici, là, ID. Donc, ça marche. Mais je me suis dit, ah non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben donc, voilà ici autre chose. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est mis là, en français? Amadou, il sait le faire, mais donc je ne vais pas l'embêter. C'est les autres là qui... Allez, faites travailler votre petite neurone. Là, ce que j'ai surligné, comment est-ce qu'on le lit en français? C'est un sélecteur. Et donc, si vous ne savez pas, vous demandez à Amadou, il va vous répondre. Non, non, non. Donc tout d'abord, c'est bien la méthode query selector, qui est un cousin de getElementById, mais query selector attend un sélecteur. Alors attention, parfois c'est un seul élément, parfois c'est une query, parce qu'un sélecteur, ça peut vous donner en retour plusieurs éléments. C'est possible. Ça dépend du sélecteur que vous faites. Alors ici, bon, on va supposer qu'il n'y en a qu'un seul, hein, on ne va pas s'amuser. Donc c'est quoi? Eh bien, c'est un élément balise input, dont l'attribut est radio. Ça correspond ici. L'attribut type, pardon, l'attribut type est radio. L'attribut name est sexe. Voilà, c'est bien le cas ici. Hein. Et dont cardinal H, dont l'ID est H. C'est un petit peu ridicule de mettre ID H. De nouveau, s'il n'y a qu'un ID, il n'y a qu'un seul élément sur la page qui peut l'avoir. Donc, ce n'est pas très efficace hein, comme façon de faire. Ça coûte cher. Ici, c'est inutile. C'est pour ça que je disais, pour tout le monde, quand on peut utiliser getElementById, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus clair ici. Et pour le navigateur, c'est plus facile. Le navigateur, lui, quand il a chargé la page, il a son index, hein, l'index de tous les ID, et il sait où est l'élément. Paf, c'est accès direct. Par contre, quand on fait query selector, là, il doit manipuler tout son DOM pour trouver ce qui correspond à ça. Donc là, c'est multiples queries dans le DOM pour sélectionner tout ça. Donc c'est plus lourd pour le navigateur. Et pour nous, c'est plus lourd aussi, bien sûr, pour la lecture, pour la compréhension. Mais voilà. Et donc là, on fait donc DOM document query selector. Donc c'est évidemment cet élément-ci qui est sélectionné. Point checked. Donc là, je ne demande pas la valeur, je demande checked. Ça veut dire, est-ce que l'utilisateur a checké ce radio-là? Ou est-ce qu'il a checké l'autre? Ou aucun des deux, hein? C'est bien ça qui nous intéresse. Donc, ça lit l'état du bouton de type radio de non-inadies, et ça renvoie true si ce bouton a été sélectionné par l'utilisateur. Voilà. Vous dire, donc ça je disais, voilà à quoi sert le .check. C'est utilisé souvent. Quoi. Donc vous allez pouvoir programmer sur base de ce que l'utilisateur a cliqué. Alors, je vois ici true ou false. Je ne suis pas toujours sûr du false entre nous. Parfois, c'est une valeur indéterminée. Enfin bon, ça, vous verrez ça à l'usage. OK. Alors, dans les attributs de formulaire, c'est la suite. Hein, c'est la suite. Regardez ici, on a un select option. Il y a un ID sur select. Option, ben, c'est étudiant, ingénieur, enseignant, retraité. Enfin, voilà. Alors, là, il n'y a pas de... Et ça peut paraître surprenant parce que le code HTML est lourd. Ici, il est lourd, hein, c'est long. Et le code JavaScript est tout léger. Il n'y a qu'à mettre. Et ça, il n'y a pas de surprise. C'est la même chose que l'élément précédent. Ouais. Ici, hein, regardez là. C'est le même. Hein, c'est le même code. Donc, pour vous dire que il y a parfois, ça peut paraître paradoxal, mais voilà. Là, il y a un code HTML assez verbeux, assez lourd. Mais en fait, pour lire la valeur sélectionnée par l'utilisateur, c'est tout simple. getElementByIdFunction.value. Voilà. Et alors, ça c'est une lecture. Alors une écriture, c'est assez simple aussi en JavaScript. De nouveau, là je ne me suis pas cassé les pieds avec des query selector. getElementById de function, ben c'est le même, hein, évidemment. C'est la même chose. ID function. Point value est égal retraite. Et ça c'est quoi? Donc là, la phrase, l'expression est complète. Hein, c'est une écriture.
Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de dire au formulaire que le select option va prendre la valeur retraite. Elle est ici, la valeur retraite. Donc ça veut dire que je suis en train de modifier ce qui apparaît à l'écran pour l'utilisateur. Dans le form, c'est retraite, retraité, retraité, qui va apparaître à l'écran. Voilà. Donc là, vous avez, si j'ose dire, une programmation qui a choisi à la place de l'utilisateur. Bon, voilà. Donc, c'est pas très compliqué. On va regarder ça, on va faire ça en pratique. Et oui, c'est le même exercice. Hein. C'est un seul fichier pour tout. Et je vois que de nouveau, là j'ai laissé le jQuery, j'ai oublié de remettre le JavaScript. Ah, c'est pas grave, on va voir tout ça dans le fichier, donc exo 41. Je vais aller le chercher ici. Le 41, voilà, exo 41 form. De nouveau, petit download. Voilà, il est là. Je l'ouvre dans PHP Storm, ici. Bien. Alors, regardons un peu. Là, il y a un peu plus, évidemment, parce qu'il y a plusieurs exemples. Moi, ce serait peut-être mieux de regarder ce que ça fait. Hein. Je vais ici. Voilà, c'est celui-ci. Je le lance dans le navigateur. On va un peu réduire la taille ici. Hein. Faire comme ça. Donc, écrire dans un input, lire un input, sélectionner dans une liste, sélectionner dans une radio. Donc, en fait, là, vous avez quel est le code qui est associé à ça. Rien de franchement perturbant. Du classique. Certains pourraient me dire, monsieur, il n'y a pas l'attribut name. Et c'est vrai que c'est ce qu'il va me dire d'ailleurs. Ah non, il me dit qu'il y a. Ah oui, d'accord. Le label n'est pas bien associé à l'input. Oui, ok, bon, ça va. Ça, c'est pas dramatique. Donc ici, il n'y a pas d'attribut name. Or, si vous avez lu la norme, on vous dit qu'en général, il faut préciser le type text, et normalement, le name est obligatoire. Alors ici, il n'est pas encore obligatoire. Il le sera quand vous aurez un serveur. Mais ici, je dirais, on peut encore s'en passer. On va plutôt utiliser l'ID, qui est plus facile et qui va right to the point, comme on dit. Donc, vous avez l'input non utilisateur, c'est celui-ci, un mot de passe, okay. Sex HF, voilà, bon, ok, donc c'est tac, tac, ok. Vous voyez bien que comme c'est le même name pour les deux, là je dois mettre le name, sinon ça ne marche pas, et donc je peux en effet sélectionner l'un ou l'autre. Et fonction, ingénieur, retraité, enfin voilà, autre, bon, voilà. Ça correspond à tout ce qu'il y a là, rien de très nouveau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est je vais cliquer ici sur le bouton. Ah, là, on va aller voir le code qu'il y a derrière. H selected true, F selected false, et on voit que ça a été rempli. Hein. Voilà, ça a été rempli. Il y a Michel dans un champ, il y a deux, en fait, c'est le mot de passe deux fois Michel dans l'autre. On a sélectionné homme, on a sélectionné retraité. Je rappelle que j'avais mis autre chose. Hein. Je recommence, j'enlève, hop, je recommence. Il me dit, hop, tac, tac, voilà. Michel, c'est homme à la place de femme et c'est retraité à la place de enseignant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le code qui est ici. Hein. Voilà, donc window at event listener load. On a repéré le button ici, query select. Ouais. Ok. Query selector button. Heureusement, il n'y a qu'un bouton. Hein. Parce s'il y avait plusieurs boutons, bon. Il n'y a qu'un seul bouton, donc ça va. C'est un peu dangereux hein, comme code, hein, franchement. Add event listener
clic, j'ajoute un clic sur le bouton. Oui, ça c'est encore assez logique. Quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, je vais mettre Michel dans le premier ici, voilà. Je vais écrire, bon là on s'amuse un peu, hein. Je vais écrire ici, je récupère ce qui est dans le nom, donc Michel, et je l'écris, voilà, je fais une concaténation, j'écris Michel Michel dans, alors encore un query sélecteur pour s'amuser, input, ça veut dire quoi ça? On va voir si vous connaissez bien vos sélecteurs. Ça c'est quoi? Input JSPass. Ça veut dire quoi? Input JSPass. Ça, il faudra connaître, hein, sinon. Input JSPass, c'est, non, c'est plus loin. Le JS veut dire à ID en fait. Hein. Voilà, donc c'est un input dont l'ID est pass, donc c'est bien ça ici. Voilà. De nouveau, comme c'est un ID, il n'y en a qu'un seul sur la feuille, donc n'est même pas nécessaire d'utiliser ça. Donc on se complique la vie, mais comme ça on exerce un peu sa petite tête. Sélectionner et retraiter ici dans la liste, hyper simple. GetMReady de function, c'est le nom, hein, point value égale retraite. Voilà. Et alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est avec les radio buttons. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Hein, il y a deux éléments. Hein, il y a deux radios, deux éléments. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, j'ai ici, donc j'ai un string, un simple string qui est le sélecteur lui-même. Voilà, les inputs de type radio, de nom sexe et d'ID H. Bon, il n'y en a qu'un. Et je dis, voilà, à celui-là, je dis check égale true. Donc, voilà, il est checké. Donc, c'est une troisième transformation qui a trois transformations. Je mets Michel ici, Michel Michel dans le mot de passe. Je sélectionne H, donc par programmation. Je mets retraité, ouais, donc quatre transformations. Et à la fin, un petite alerte. Je vais, non, ça c'est pour s'habituer au check. Hein. Donc, j'ai ici une valeur booléenne. Je prends select H, c'est celui-ci ici, hein, c'est le même. Est-ce qu'il est checké? Donc là, je lis la valeur check. Est-ce que ce radio-là est checké? C'est ça que ça veut dire. Et j'affiche cette valeur. Alerte, là, avec, voilà, j'affiche. C'est un booléen, donc vous ne savez pas voir. C'est pas un string. Hein. Ici, c'est un booléen. Donc, il faut le convertir en string pour dire quelque chose. Voilà. Donc là, c'est, s'il est vrai, on affiche true. Et s'il est faux, c'est la notation ternaire. Ternaire très pratique, la notation ternaire. Ça, c'est dans l'alerte. Et alors, ben, on fait la même chose avec F. Est-ce que F a été checké? Selected, ben, c'est la même chose. Et bon, voilà. Ça vous a mis, si vous vous rappelez, on va le refaire. Hein. Je fais ici. Voilà. Donc, H selected true, ben, c'est ici. Et la deuxième alerte, F selected false, c'est celle ici. Voilà, vous avez mis false. Donc, ben, je pourrais remettre. Oh non, on va laisser comme ça en fait. Hein. Tiens, on peut essayer. Je vais un peu modifier ça pour rigoler. Et je vais mettre document et ici get element by ID. Alors là, je ne vais pas me casser la tête, hein, parce qu'il y a un peu ras-le-bol de faire ces queries à la noix là, qui ne sont pas justifiées. Je vais aller chercher quel est l'ID, c'est F. F. Et je vais lui dire checked égale true. Donc, est-ce qu'on comprend ce code-ci? D'abord, je demande par programmation, je check la valeur H, puis ensuite, je check la valeur F. On est quand même bien d'accord que si je check F, H n'est plus checké. Hein. C'est l'un ou l'autre. C'est pas les deux. Hein. Pas possible ça. On va voir si ça marche. Je sauvegarde. Je recharge. CTRL F5. Voilà. Et suspense.
H selected false, voilà. F selected true, et là on a bien F qui est sélectionné à la place de H. Donc évidemment quand on voit ça, on est en train de se dire cette instruction-ci, elle sert à rien, puisque directement après je la change. Voilà. Voilà donc ici un petit exemple pour vous montrer comment on manipule les formulaires et on peut faire, enfin vous aurez l'occasion d'en faire un peu, peut-être pas dans le livrable qui vous attend bientôt, mais il y aura plus l'occasion de faire ça vers la fin de l'année, quand il y aura une vraie base de données, on va faire des queries et tout ça, on a un formulaire, on va mettre des mots-clés, enfin bon, et tout ça, donc là vous allez jouer un peu avec ça. En attendant, j'ai envie de dire, voilà, avec tout ce que j'ai montré ici, vous avez vraiment le b.a.-ba du JavaScript, y compris manipulation de formulaires. Je trouve que c'est pas mal. Alors bien sûr, c'est vrai que j'ai toujours un petit faible pour le jQuery, qui me permettrait d'écrire tout ça 3 fois plus court, hein, franchement. Mais bon, voilà. Au moins, vous avez l'avantage d'apprendre le Vanilla JavaScript. Vous connaissez le Vanilla JavaScript? Pardon? Oui, c'est ça. Donc, Vanilla JavaScript n'est pas un framework JavaScript. Hein, c'est le JavaScript de base, actualisé bien sûr, parce que le JavaScript a beaucoup évolué, ça il faut le dire. C'est d'ailleurs parce que le JavaScript de base évolue beaucoup que les frameworks qui sont associés perdent un peu de sens parfois, notamment le jQuery. Bon, ok. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Pour les formulaires, il y a 2 attributs, value, souvent, et checked, donc en lecture et en écriture. Hein. Là c'est en lecture, et là, c'est en écriture. Et checked, il y a même en lecture ou en écriture, ça, c'est plutôt pour les radio buttons. Sinon, à part ça, voilà. Oui, en fait, non. En fait, il y a également les checkbox. Je devrais introduire ça. Vous allez voir un peu comment on fait du JavaScript sur les checkbox, mais enfin bon, vous avez déjà une belle idée ici. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ceci termine le JavaScript. Hein, voilà, on est à la fin du JavaScript. Et nous allons aborder alors le dernier chapitre. Et je vais, pour que les choses soient plus claires, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je vais faire 2 enregistrements pour ce soir, donc je l'arrête ici.